Le professeur Jacques Fayette est une personnalité éminente pour les relations entre la France et l'Italie. Il est un économiste qui s'est occupé de différents sujets au cours de sa longue carrière, mais l'Italie est devenue son sujet de prédilection et il travaille sur l'Italie déjà depuis plusieurs années. Entre autres, il a créé le Centre franco-italien de management de Lyon, qui est une institution représentant un point de référence pour ceux qui s'intéressent à l'économie italienne, non seulement sur un plan purement théorique et général, mais aussi en termes opérationnels. Alors, Jacques Fayette, essayons d'abord de résumer les étapes de cette longue et chanceuse carrière. Oui, écoutez, je suis un universitaire typique, c'est-à-dire que j'ai fait mes études de sciences économiques à Lyon. C'était la faculté de droit des sciences économiques. À l'époque, il n'y avait pas encore d'université comme cela a été le cas après 1968. Et j'ai eu la chance de les terminer dans des plus beaux endroits du monde, à l'université de Berkeley en Californie, où je suis resté 2 ans. Et dans cette période d'étudiant, j'ai eu un certain nombre d'occasions de me rendre en Italie, d'abord pour faire du tourisme, mais aussi parce que j'ai rencontré un homme qui a influencé beaucoup de mes pensées et de mes actions, qui est Altiero Spinelli, le fondateur du mouvement fédéraliste européen et qui inspire encore les vrais partisans de l'Europe aujourd'hui en 2013. Voilà ma relation avec l'Italie originelle. Voilà, vous êtes un défenseur de l'image de l'Italie. Il est même trop facile de parler mal de ce pays qui montre ses plaies, parfois avec un esprit d'autodénigration même excessif. Vous êtes un défenseur de notre pays. Oui, je trouve que très souvent les médias ou un certain nombre d'hommes politiques sont extrêmement sévères et même caricaturaux sur l'Italie. On se rappelle de la phrase de Lionel Jospin disant à le candidat Jacques Chirac en débat « Si votre politique se continue, la France va ressembler à l'Italie », ce qui avait eu le don de me mettre sérieusement en colère, personnellement. Alors, effectivement, les Italiens excellent dans l'art de dire du mal de leur pays, c'est le fameux autolésionisme. Mais il ne faut surtout pas qu'un étranger aille dans le même sens qu'eux, parce que là, les Italiens le prennent très mal. Dénigrer le pays, ça doit être une spécialité nationale, ça ne doit pas aller chez les étrangers. Et donc je crois que l'Italie a certes beaucoup de problèmes, mais dans le domaine économique, on le verra peut-être dans quelques instants, l'Italie peut nous donner un certain nombre de leçons, et d'ailleurs je constate que des grands managers français, passés ou présents, ont une grande admiration sur les pratiques et les résultats des entreprises italiennes et savent comment travailler avec des entreprises italiennes, soit en Italie même, soit en France, soit évidemment sur des marchés internationaux. Voilà, je voulais justement vous demander, vous m'avez anticipé, quelle est votre perception de l'économie italienne et de l'économie française? Enfin, il faudrait tenter une comparaison face à la crise. Oui, alors l'économie italienne est évidemment affligée d'un taux d'endettement public considérable, mais contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, cet endettement n'est pas récent. L'homme qui a le plus endetté l'Italie, c'est Bettino Craxi. C'est au cours des années 90 que l'endettement italien est monté pour atteindre, à la fin des années 90, les 120% du PIB. Alors depuis, il a un peu augmenté. Romano Prodi avait contribué à commencer à le faire baisser. Silvio Berlusconi ne l'a pas amélioré, cet endettement. Mario Monti a fait une politique un peu dure et par certains côtés tout de même un peu, à mon sens, à court terme, un court-termiste. Et aujourd'hui, l'Italie se trouve coincée à la fois dans ses dépenses publiques et en même temps dans la nécessité de maintenir une activité, alors qu'il y a des aspects de la dureté de la crise en Italie
que l'on retrouve en Espagne, que l'on retrouve au Portugal et bien entendu en Grèce, qui n'existe pas encore en France. Alors la France, elle, a un endettement en apparence, enfin, qui est effectivement statistiquement moins fort. Je pense qu'on risque facilement d'atteindre, nous aussi, les 100% à l'horizon 2015. Hein. Mais il y a des pesanteurs structurelles sur la France qui sont, à mon sens, moins lourdes sur l'Italie. L'Italie a accepté un certain nombre de réformes. Le gouvernement actuel, l'État, va les continuer. La France a tout de même des difficultés à les envisager, notamment l'État social, le système du welfare français pèse très fort. L'État-providence. L'État-providence, et l'on voit très bien aujourd'hui les atermoiements du gouvernement sur l'aide aux familles. Est-ce qu'on va diminuer les allocations familiales? Est-ce qu'on va réduire les effets du quotient familial pour l'impôt sur le revenu? Donc les choses ne sont pas simples. En Italie, bon, il y a eu le grand débat sur l'IMU, hein, sur l'impôt sur le logement, qui a été très très impopulaire et qui a été un des chevaux de bataille de Silvio Berlusconi lors de la dernière campagne électorale. Donc nos pays sont en difficulté. Hein? Cheval de bataille dans le sens de vouloir supprimer le... Oui, il a proposé de supprimer l'IMU et en plus... même de rembourser. Et voulait rembourser ce qui avait été perçu en 2012, ce qui coûtait tout de même 8 milliards au Trésor italien. Et lorsque Monsieur l'État avait un moment, ne serait-ce que pour avoir l'aide du PDL dans sa majorité, laissé entendre qu'il allait aller dans ce sens, dans la journée même, la Commission a fait savoir de Bruxelles qu'il fallait, si on supprimait ces 8 milliards, il fallait trouver où on allait prendre les 8 milliards en échange. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, et que l'opinion publique italienne me semble avoir compris, et pas encore les Français. On le voit avec la réaction de la France sur les demandes de Bruxelles de cette semaine. C'est qu'à partir du moment où les dettes d'un pays sont de plus en plus partagées par les autres pays, ça veut dire que les autres pays ont le droit de mettre un peu le nez dans vos affaires. C'est d'ailleurs la France qui, depuis des années, droite et gauche confondues, demande un gouvernement économique de l'Europe et qui, en même temps, semble s'indigner quand ce gouvernement, enfin, son embryon avec la Commission, tout de même, nous dit, écoutez, il faut faire attention aux retraites, il faut faire attention à telle chose, faire attention à telle chose. Alors, on sent nos pays en tension, hein, car nous sommes tout de même dans cette situation effarante, enfin, pour certains effarante, c'est que aujourd'hui la France c'est presque 1% de la population mondiale, mais en 2050 ce sera 0,6% de la population mondiale, que depuis 2011 les pays émergents ont une part dans le produit mondial supérieure à celle des pays avancés dont nous sommes, hein, et donc l'impératif européen s'impose de plus en plus. Les pays émergents, c'est-à-dire l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Afrique de plus en plus. L'Afrique actuellement, beaucoup de pays commencent à avoir un taux de croissance intéressant. Voilà. Certains pays comme le Rwanda, comme le Ghana actuellement, ne sont pas encore des grands géants. Ça représente globalement une production de richesse supérieure à celle des États-Unis, plus l'Europe, plus le Japon. Voilà. Hein, c'est supérieur à l'OCDE. Hein. Donc, situation vraiment nouvelle, complètement inédite. Hein, c'est ce que deux auteurs ont appelé le grand basculement dans un livre paru chez Odile Jacob, et dont je ne peux que trop recommander la lecture à ceux qui veulent comprendre le monde contemporain. Revenons sur la France et l'Italie. Vous avez fait allusion à la situation des comptes publics, mais on peut parler aussi de la balance commerciale qui, en France, est plutôt négative. Oui. Alors, un des problèmes de l'économie française, c'est que non seulement nous avons un déficit du budget qui est important, mais nous avons aussi un déficit très important de notre commerce extérieur depuis une dizaine d'années, puisque l'année dernière, la France avait presque encore 70 milliards de déficit de sa balance commerciale, alors que l'Italie était excédentaire de 11 milliards l'année dernière. Et bon, j'ai écrit quelques articles dans la presse attirant l'attention des Français qui prennent toujours l'exemple allemand. C'est sûr, les Allemands avaient 160 milliards d'excédents,
Même si une partie de ces excédents est un artifice statistique, mais enfin c'est un autre problème. Et j'ai dit, regardez l'exemple de l'Italie, regardez les résultats spectaculaires de l'Italie sur le marché américain, sur le marché chinois, sur des marchés lointains, certains petits pays d'Amérique du Sud. Je voyais il y a quelque temps des exportateurs italiens qui étaient au Paraguay, et j'ai dit, il y a des Français là-bas, on n'en voit pas beaucoup. Et c'est ce qui est formidable avec les Italiens, ils sont de partout, aidés, il faut dire, par cette diaspora italienne présente un peu dans le monde entier, on dit qu'il y a presque autant de descendants d'Italiens dans d'autres pays dans le monde entier qu'il y en a sur le territoire italien lui-même. Donc, ces résultats... Oui, cette présence qui a été considérée parfois comme une sorte de honte s'avère être une richesse sur le plan des relations économiques et culturelles. Oui, mais c'est sûr, on se rappelle les célèbres discours de Mussolini critiquant cette démocratie qui est incapable de donner du pain à tous les enfants. Et ce qui est très intéressant dans le cas italien, c'est que ces Italiens de l'extérieur, je suis allé dans des restaurants italiens à Toronto, je suis allé au Japon, je suis allé partout, sont restés fidèles au pays. On a encore les cousins avec lesquels on est en relation dans tel ou tel endroit, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'immigration portugaise. Je trouve que j'ai beaucoup travaillé aussi à un moment au Portugal, entre 1974 et 1981. Vraiment, les gens se sont fondus dans le pays, je vois. Et ça, je crois que c'est très attachant de voir les communautés italiennes en France qui ont la fidélité au pays. Et je rencontre souvent dans ma région lyonnaise. En même temps, sont très intégrés. Ils sont très intégrés, ils vont être citoyens. Liés aussi à leurs racines. Oui, et je trouve qu'il est intéressant que ces communautés restent fidèles à la langue de leurs aïeux. Même au dialecte. Oui, le dialecte. On a vu la fameuse histoire de l'Argentine. C'est le problème de dialecte qui a empêché que l'italien devienne la langue officielle de l'Argentine. Et tout ça a été un élément pour favoriser la présence économique italienne à l'étranger. Et puis, l'italien, tout de même, a un culte pour le petit patron qui a monté son entreprise, qui marche bien, qui sait avoir des succès internationaux, alors que, jusqu'à un passé récent, souvent l'idéal d'une famille française, c'était d'avoir un fils fonctionnaire. Oui, c'est vrai que la présence de l'État en France est beaucoup plus visible. Oui, c'est-à-dire qu'en France, on a une révérence naturelle pour l'État, les grands corps, et ceci se concentre, vous savez, c'est une de mes cibles préférées, aussi avec le parisianisme bien connu en France, alors que l'Italie est un pays où il y a des régions, des capitales, des villes qui ont de l'histoire, qui se développent. Ça, c'est un autre des chevaux de bataille de Jacques Fayette, c'est-à-dire qu'il a mené une activité lyonnaise, il défend sa ville et il est farouchement contraire au centralisme parisien, ce qu'on appelle le centralisme jacobin, oui. C'est-à-dire parce que c'était déjà à l'époque des rois de France, mais surtout après la Révolution, que ce centralisme s'est consolidé. Oui, alors ça c'est la grande histoire de France. La France s'est constituée autour de l'Île-de-France, c'est l'État qui a constitué un territoire. Progressivement, on a vu les rois de France grignoter des territoires, alors que l'Italie, c'est un territoire qui à un certain moment a demandé à avoir un État. C'est pas du tout la même chose. Et donc, cette histoire explique tout à fait le présent. Et en plus, alors les choses se compliquent en France avec la centralisation de la fonction publique, le fait que l'essentiel de la fonction publique en France comprend, enfin, des grands dirigeants de la fonction publique viennent d'une école bien connue qu'on a décentralisée en partie à Strasbourg, mais qui reste tout de même essentiellement parisienne, de quelques grandes écoles d'ingénieurs qui forment les grands corps de l'État, et l'on voit très très bien cette défense de ces privilèges, d'où l'article très méchant du Financial Times il y a quelques jours, disant il faudrait, au lieu de défendre la place de la France dans le monde, les hauts fonctionnaires défendent leur place au centre de Paris. Voilà, donc voyez-vous, un français assez hérétique, très européen et très anti-centraliste. Voilà.
Les relations entre l'Italie et la France, les échanges entre les deux pays, quelle est la situation actuelle des échanges économiques et commerciaux entre ces deux pays? Bon, alors il y a des échanges qui sont importants, puisque l'Italie reste encore le deuxième client de la France, elle n'est plus que le quatrième fournisseur, parce qu'il y a la Chine qui a grignoté des places, bien sûr. Alors on a quelques problèmes actuellement en Italie, ne serait-ce que, par exemple, avec les acheteurs publics. Je crois que les hôpitaux italiens payent actuellement environ avec 400 jours de retard des fournisseurs. Donc, plus d'un an. Oui, plus d'un an. Donc il y a des gens qui ne veulent plus livrer aux hôpitaux, alors ils disent vous me payez et je vous livre après. Hein. Donc, on a vu, c'est le grand problème de l'endettement. L'État doit 20 milliards aux entreprises à la fin de l'année. C'est l'un des problèmes du nouvel gouvernement de italien. pays. Bon, là, M. Mario Monti a facilité les finances publiques en ne payant pas ses fournisseurs, mais ça ne pouvait pas durer. Bon. Alors, il y a un facteur qui est très intéressant de regarder, c'est qu'il y a une grande différence entre les statistiques françaises et les statistiques italiennes. Alors ça, c'est un vieux débat. Si vous regardez les statistiques françaises, la France est en déficit avec l'Italie de 2 milliards, et si vous regardez les statistiques italiennes, l'Italie est en excédent avec la France de 9 milliards. Donc il y a 7 milliards qui ont disparu des statistiques. Bon, j'ai quelques idées. Mais peut-être parce que les critères sont différents. Non, ce n'est pas les critères, c'est parce que ce sont les déclarations qui sont différentes. Puis, parce que les statistiques d'acquisition sont peut-être moins bien suivies par l'administration française. Et puis il y a peut-être certains Italiens qui déclarent comme exporter des biens qui restent en Italie, ce qui permet d'échapper à la TVA. Hein. Donc, et oui, parce que si vous fraudez sur la TVA, ça fausse la balance commerciale. Hein, puisque c'est à partir des statistiques de TVA pour les échanges intracommunautaires qu'on établit les statistiques du commerce extérieur. Par exemple, les statistiques avec l'Allemagne aussi sont très inégales. L'Allemagne vend en principe 17 milliards de plus de marchandises à la France que la France déclare n'en avoir acheté à l'Allemagne. En fait, ce sont des marchandises qui arrivent de Chine, par exemple, à Hambourg, qui ensuite sont destinées à la France. Et pour les Allemands, c'est répercuté comme une exportation allemande vers la France. Et pour les Français, c'est une importation qui vient de Chine. Voilà, pour conclure, l'Europe est l'un de vos sujets favoris. Est-ce que, d'après vous, l'Europe sera plus forte ou plus faible dans 5 ans? Mais je crois que ça dépendra beaucoup de la qualité des hommes qui pourront rentrer en jeu. C'était De Gaulle avait dit « Je vois bien l'Europe, mais où est le fédérateur ?» Et je crois qu'il manque un fédérateur. Alors nous allons avoir une chance. En 2014, il y a les élections européennes, et vous savez que pour la première fois, c'est pratiquement le Parlement européen qui va désigner le président de la Commission européenne. Ouais. C'est-à-dire, au lieu que les États s'entendent pour désigner un président relativement faible, ce qui a tout de même plus ou moins été le cas de l'actuel président Barroso, imposé par les Britanniques contre le Belge Guy Verhofstadt, là il semble qu'aux prochaines élections, les socialistes au niveau européen vont proposer un candidat qui sera probablement Martin Schulz, l'actuel président du Parlement européen, qui est un homme... le grand ami de M. Berlusconi. Oui, celui que Berlusconi a traité si bien. Intime. Oui. Hein. Et puis les libéraux, enfin, ou les centristes dont je suis, soutiendront Guy Verhofstadt. Donc il faudra poser la question à nos citoyens. Espérons simplement que ces élections européennes ne serviront pas d'exutoire au nationalisme, au retour sur le passé, ceux qui veulent faire de Bruxelles, comme on dit, la cause de toutes les difficultés de nos pays. Et donc, ça sera aux hommes et aux femmes de nos différents pays de faire en sorte que l'Europe soit bien dirigée. Merci Jacques Fayet. Merci.